Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais publié une vidéo qui parlait de la recharge avec le Chevrolet Bolt. 2 ans plus tard, je m'aperçois que le même style de questions reviennent, où c'est des nouvelles questions, mais qui touchent plus l'Equinox, Blazer et Silverado Sierra électrique. Donc, j'ai décidé de refaire le même style de vidéo, mais avec les questions qui touchent ces véhicules-là. À l'époque aussi, j'avais invité Martin Archambault, du podcast Silence on roule. J'ai décidé de réinviter Martin. Fait que on va aller regarder ça. Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, Yannick, toi? Ben oui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as un podcast? Ben oui, Silence on roule, un podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. On fête notre 9e année, puis on va fêter tout prochainement le 200e épisode régulier, puis rajoute à ça, là, au-delà de 70 épisodes spéciaux, là, fait qu'on est rendu dans les fêtes à pas loin de 275 épisodes publiés en 9 ans. Ça sort aux 2 semaines. On parle de voitures électriques, autant pour les débutants, les futurs acheteurs de véhicules électriques, que ceux qui viennent de l'acheter et qui veulent en apprendre un petit peu plus. Là. Donc, c'est notre créneau. Silenceonroule.com, facile à trouver. Félicitations. Je vais mettre le lien en bas. Okay. Ça va être encore plus facile à trouver. Tu es électromobiliste depuis? Depuis longtemps. C'est la bonne réponse. Ça fait 14 ans, en fait. J'ai eu ma première voiture électrique en 2011. Donc, okay. Ça veut dire que j'ai passé à travers l'époque où c'était vraiment plus compliqué qu'aujourd'hui d'avoir une voiture électrique pour plein de raisons. Moins d'autonomie, aucune borne publique. Donc, à part se charger à la maison, on n'avait pas beaucoup d'options. Maintenant, on est rendu, même s'il y en a qui disent que c'est compliqué, c'est rien à côté de ce que c'était avant. Là, maintenant, là, c'est un charme. Ça, on a connu la première borne de recharge rapide à Boucherville. Oui, à Boucherville. Oui, tout à fait. Au Saint-Hubert. Oui, exactement. Puis j'avais acheté ma voiture électrique. Moi, quand j'ai eu ma voiture, il n'y avait pas de borne publique. Il n'y avait donc pas cette borne-là. Mais on savait que ça existerait, qu'il y aurait des bornes rapides. Donc, j'avais acheté, moi, à l'époque, c'est une option. Il fallait que tu payes un montant assez important pour avoir la part de recharge rapide sur ton véhicule. Je l'avais acheté. Puis là, ça faisait plusieurs années que j'avais l'auto, il n'y avait toujours pas de borne rapide. J'ai dû payer ça pour rien. Puis quelques mois avant de changer mon auto, la borne est arrivée à l'autre bout. Fait que j'ai dit, je vais toujours aller l'essayer une fois. Fait que je me suis chargé pour 2-3 piastres. Fait que si on tient compte du 700 piastres d'option que j'avais mis sur le char, c'est une recharge qui m'a coûté 703 $. C'est pas donné. Et en plus de ça, il faut le dire, tu travailles pour le circuit électrique. Le circuit électrique, oui, donc pour Hydro-Québec. Donc, tu as envie de tous les jours. Je suis au cœur des opérations du déploiement des infrastructures de recharge publique par Hydro-Québec. Donc, bien au fil là, de la recharge. Bon, fait quand on parle de recharge de char électrique, on peut dire que tu es le bon gars. Oui, je ne suis pas seul. Il y a plein de monde qui connaissent ça, mais en toute humilité, je pense connaître ça assez pour en parler avec toi, Yannick. Correct. On avait fait un spécial sur les bornes de recharge. Ben, les recharges avec les Bolt. J'ai regardé la date. On avait fait ça en mars 2023. Oui, déjà. Déjà. 2 ans plus tard, on pensait que les questions ne viendraient pas et les questions y reviennent. Fait que là, on a juste mis les questions au jour en fonction de l'Equinox, le Blazer et le Silverado. Fait que on part fort. Fait que première question, Martin. On va jaser, puis on va donner notre point de vue à toi et à moi. Et première question qui revient souvent. On dit des kilowatts. Ben, on va savoir c'est quoi la différence entre un kilowatt et un kilowattheure. C'est une excellente question, Yannick, puis elle est importante parce que les gens, je pense que c'est une des choses qui est le plus mélangée là, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Quand on regarde, là, les gens mélangent à qui mieux ces deux unités de mesure-là, qui se ressemblent, mais qui n'indiquent vraiment pas la même chose. Mais vraiment pas la même chose. Il y en a un, on va les prendre un par un. Si on prend le kilowatt, c'est une unité de puissance. C'est donc un indicatif de la force. Par exemple, si on parle d'une borne de 100 kW, ça veut dire que cette borne-là est capable de pousser l'énergie dans ton véhicule avec une puissance de 100 kW. C'est la force avec laquelle la borne est capable de
pousser l'électricité dans ton auto, d'envoyer l'électricité dans ton auto. Encore faut-il que ton auto puisse l'accepter à cette force-là, mais c'est ce que ça veut dire des kilowatts. Donc, le kilowatt, une unité, là, voyez-le comme l'unité de la force avec laquelle la borne est capable d'envoyer l'énergie dans le véhicule. En revanche, le kilowattheure, c'est une unité de quantité d'énergie. C'est la grosseur de ton réservoir dans lequel on va mettre l'énergie. Donc, dans un véhicule à essence, c'est un réservoir qui est en gallons là, ou en litres, mais dans une batterie, ta batterie, son réservoir pour mettre de l'électricité, c'est en kilowattheure. Donc, la borne, elle peut bel et bien te pousser, par exemple, 50 kilowatts ou 100 kilowatts ou 250 kilowatts de puissance. Et ton véhicule va accepter une certaine quantité de puissance pendant un certain laps de temps, puis il va accumuler des kilowattheures. Donc, quand on mélange dans une phrase, dans une question sur un groupe Facebook, nos kilowatts puis nos kilowattheures, et que les gens disent, ben là, tu veux-tu dire kilowatts ou kilowattheures, puis les gens se choquent, ben ça ne change rien, tu comprends ce que je veux dire? Mais non. Je peux te montrer des questions que des gens posent, puis dans le cas des kilowatts et des kilowattheures, la question peut être pertinente, mais la réponse n'est pas la même. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Donc, je résume, la borne de recharge rapide, elle va avoir une puissance maximale à laquelle elle peut te pousser l'énergie. Cette puissance-là se mesure en kilowatts. Donc, une borne de 100 kilowatts est plus puissante qu'une borne de 50 kilowatts, etc. Mais ton véhicule, lui, va accepter une certaine quantité de puissance pendant un certain laps de temps, puis va accumuler à l'intérieur de sa batterie une quantité d'énergie qui, elle, se mesure en kilowattheure. Plus une batterie a de kilowattheure, plus elle peut accumuler d'énergie, donc plus théoriquement, elle pourra se rendre loin ou en tout cas rouler longtemps, là, puisqu'elle a une grande réserve d'énergie. Correct, c'est clair. L'ampérage maximum sur une 240 volts pour un Equinox, un Blazer électrique et un Silverado électrique. Est-ce que tu connais la réponse? Moi, je la connais, là. Est-ce que toi, tu connais la réponse? L'ampérage, Max, là, tu veux dire pour une recharge niveau 2 sur de la recharge niveau 2? Ouais. Ben écoute, toi, t'es le gars, le gars qui travaille pour GM. Fait que donne-moi la réponse de GM. OK. De série, sur un Equinox et un Blazer de série, l'ampérage maximum, c'est 48 ampères. Ça, c'est l'ampérage maximum que le véhicule peut prendre de lui-même. C'est sûr, vous allez avoir des options. Exemple, quand vous allez dans un Equinox, là, c'est une option qui va venir avec qui peut monter jusqu'à 80 ampères. Là, dans le cas de ce véhicule-là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que ce soit un Equinox qui est tout équipé, 4x4. Puis quand j'ai tout équipé, il faut que ce soit un 4x4, il faut que ce soit un modèle groupe commodité numéro 2, il faut que ce soit un véhicule avec le toit ouvrant, il faut qu'il y ait le super cruise, il faut qu'il y ait toutes les options possibles et imaginables. Et après ça, on peut rajouter cette option-là, OK, qui va donner l'ampérage de 80, qui va avoir le chargeur embarqué de 80 ampères, OK, à partir de ce moment-là, OK. Bon. Là, partez pas en peur parce que ça arrive souvent que les gens rentrent dans le concessionnaire et disent, moi, ça me prend cette borne-là parce que je veux recharger super vite, etc. OK? La première question que vous devrez vous poser avant de commencer à dire je vais acheter ce type de véhicule-là, est-ce que vous êtes capable d'avoir un type de borne comme ça à la maison? Est-ce que votre panneau électrique est capable de prendre cet ampérage-là de 80 ampères? Parce que même si... Oui. Moi, je te dirais même avant ça, là. Même avant ça. Là, c'est le gars d'Hydro qui parle. Oui. Moi, ça me scie, là, ça me sidère les gens qui veulent avoir des bornes de cette puissance-là à la maison. 95% des gens, ça va leur servir à rien. C'est ça. Puis quand je dis à rien, c'est à rien. Là. C'est la différence entre brancher son char en finissant de travailler, puis il va finir de charger à 1h10 du matin plutôt qu'à 3h05. Ça change-tu de quoi? Puis là, comprenez-moi bien, oui, il y a des gens à qui ça peut servir. Quelqu'un qui a un Silverado, qui est une très, très grosse batterie, puis qui travaille avec, puis qui le vide à tous les jours, puis qu'il faut qu'il le remplisse à tous les jours. Mais là, on parle d'un cas particulier. C'est ça. 90% des gens qui s'achètent d'autant plus un Equinox pas un Blazer, je dis, j'en ai un. Je veux dire, il faut que tu roules d'une journée pour vider ça. C'est pas vrai que tu as besoin de mettre 80 ampères de courant pour être capable de fonctionner avec ton Blazer. Moi, le mien, je roule à 30, là, puis c'est bien en masse pour mes besoins. Là. Fait que, est-ce que tu en as besoin? C'est la question qu'il faut que tu te poses en premier. En partant, l'exemple que je donne souvent à des cas de clients, moi, j'ai été longtemps, tu le sais, je fais 140 km par jour pour aller travailler. Dans le temps de la boîte, ça arrivait plus ou moins souvent que je ne pouvais pas me charger au travail pour raison X, Y, Z. Bon, on a 27 bornes de recharge tout autour de la bâtisse. Bon, ils sont tout occupés, je ne peux pas me recharger, peu importe. Je fais l'aller-retour. Bon,
avec une botte là, quand il faisait bien fret. Pour revenir, il fallait que je me recharge. Mais tu sais, des fois, tu arrives à la maison, puis mon ancienne borne, c'est une 20 ampères. J'ai jamais manqué d'électricité. Tu sais, j'ai jamais arrivé de dire ah là, je pourrais pas arriver, il va falloir que je me trouve une borne. C'est jamais arrivé. J'avais une 20 ampères. Fait que c'est pour ça que, tu sais, comme tu dis, Ouais, là, ben, il faut se poser la question, Yannick, parce que quand tu surdimensionnes ta borne, il faut que tu surdimensionnes ton entrée électrique. ouais. Quand tu surdimensionnes ton entrée électrique, Hydro-Québec doit surdimensionner les transfos. Quand Hydro-Québec surdimensionne les transfos, il faut surdimensionner les postes de transformation. Quand on surdimensionne les postes de transformation, à un moment donné, il faut surdimensionner ce qui génère l'électricité à l'autre bout. Puis à un moment donné, on dit il faut des barrages, il faut rajouter de la capacité de production, puis on se demande pourquoi. Bien, qu'on mette de la puissance pour des choses qu'on a de besoin, j'ai aucun problème avec ça, mais collectivement, on pourrait aussi décider de laisser la porte du frigidaire entrouverte un peu parce que ça va plus vite quand on va chercher une bière, puis on se dit j'ai fait des tests, puis ma bière, mon frigidaire, ça resterait pareil, la porte entrouverte. Oui, mais tu perds de l'énergie, on le fait pas parce qu'on sait que c'est pas brillant de le faire. Ben, prendre une borne qui est trop puissante pour rien, qu'une fois par année, gros maximum, tu vas peut-être tirer un petit peu profit de ce surplus de puissance-là. Est-ce que ça vaut vraiment la peine quand tu considères tout? Bon, tu sais, le speech du commanditaire est fait, là. Je te laisse aller dans quand même ton explication parce que mettons que tu en as besoin. Là, tu sais, ce besoin-là, Oui, il est réglé. C'est sûr que ça peut arriver, mais tu sais, les nombres de fois dans une année que ça va arriver, tu sais, à moins que quelqu'un va dire, tu sais, c'est sûr qu'on connaît, tu sais, moi, je connais des clients qui vont faire énormément de kilomètres dans une année. Je ne veux pas le nommer, là, mais on connaît un gars qui faisait 115 000 kilomètres par année. Oui, peut-être que ce gars-là n'aurait peut-être besoin plus que tous les autres clients au Québec. Mais c'est des cas d'exception. C'est des cas d'exception, c'est ça. Ou comme tu expliquais tantôt, pour continuer dans la réponse, un Silverado électrique, un Sierra électrique, un Hummer électrique, l'ampérage maximum, c'est 80 ampères. Ça peut arriver qu'un gars a un Silverado électrique qui travaille avec, il s'en faire une job, il a tiré une remorque 8000 livres, il est arrivé là-bas, il a utilisé la batterie pour faire marcher ses outils. Peu importe ce qui s'est passé, puis il revient à la maison, puis il a besoin encore de repartir encore pour un autre 150, 200 km le lendemain, puis d'encore utiliser ses outils, puis encore tirer 8000 livres, lui, peut-être qu'il va avoir besoin de son 80 ampères. Ça, c'est correct, tu sais. Mais pour un Equinox, tu sais, je veux dire, en tout cas, je veux dire, à date, là, pour te donner une idée, là, à date, là, je n'ai pas commandé un encore dans l'année. Fait que, je pense que pour la majorité des gens, mais ça me rassure de voir quand même que les gens qui vendent ces affaires-là, comme toi, entre autres, là, vous avez le bon réflexe. Puis on n'a rien contre vendre une option qu'un client veut puis a de besoin, mais les gens ont l'impression que ça va changer bien de quoi dans leur vie. Il faut juste comprendre, une borne rapide, t'arrêtes, t'es en visite, puis tu t'en vas faire le tour de la Gaspésie, puis tu as une auto qui change plus vite qu'une autre en borne rapide, oui, ça peut avoir un impact parce que ton voyage, la durée de ton voyage va être moins long, mais notre auto à la maison, elle charge pendant la nuit, pendant qu'on dort, puis souvent, là, puis presque tout le temps, elle a besoin que de quelques heures pour remettre l'énergie dedans qu'on a pris durant la journée. Fait que quand tu plug à 5 heures, là, que ça finisse à 11h30 le soir, à 1h30 du matin ou à 2h15, who cares? Ça ne changera rien. Oui, ça va aller plus vite, mais ça va aller plus vite dans un moment où c'est pas important que ça y aille vite. Fait que c'est pas ça qu'on recherche nécessairement. Puis en plus, ce 80 ampères-là, ça ne change rien sur une BRCC. Et en plus, si vous dites, quand je vais la charger à l'hôtel, ça va recharger plus vite, la majorité des bornes que vous allez retrouver dans un hôtel ou la majorité des bornes que vous allez retrouver sur les bornes publiques du circuit électrique ou peu importe, des niveau 2, c'est des 30 ampères, des 32 ampères. Je veux dire, ça ne changera rien pour votre vie. Là. Ça ira pas plus vite. Là. C'est vraiment des. Fait que c'est pour ça que. Bon, en tout cas, c'est ça. Fait que ça donne, dans mon livre à moi, ça donne pas grand-chose. On pense à la même affaire. Bon, suivante. Oui. Comme qu'on dit, next. C'est quoi préchauffer un VE? Préchauffer. En fait, Yannick, je te dirais je pense qu'il faut distinguer deux termes parce qu'on mélange, tantôt je disais qu'on mélangeait les kilowatts, les kilowattheures. Peut-être le deuxième qu'on mélange le plus, c'est préchauffage puis préconditionnement. Donc, il y a deux termes qui sont généralement utilisés. Puis là encore, là, il y a 15 ans, les autos électriques, ça n'existait pas. Là, fait qu'il y a plein de termes nouveaux qui sont apparus parce que le concept n'existait pas avant les autos électriques. Là. Mais on peut s'obstiner ces termes qui ont été choisis. Là, je ne vais pas faire un débat de linguistique, mais en gros, normalement,
Ce qu'on appelle le préchauffage, c'est l'équivalent de ce qu'on faisait avec une voiture à essence avec le démarreur à distance. C'est-à-dire qu'on fait démarrer le véhicule, mais dans le cas de notre voiture à essence, on démarrait vraiment le moteur du véhicule. Le moteur devait se mettre à tourner pour se mettre à fonctionner, à générer de la chaleur, à faire fonctionner l'électricité dans le véhicule, puis partir le système de chauffage, puis réchauffer l'auto. Ce qui est le fun avec nos voitures électriques, c'est qu'on a une belle batterie là-dedans qui est pleine d'énergie. Normalement, notre auto, elle a été branchée la veille, donc le matin, l'auto est encore branchée, elle est pleine. Et là, on pèse sur le bouton pour faire le préchauffage. Donc, on démarre le système de chauffage dans le véhicule. En gros, ce que ça fait, c'est ni plus ni moins que démarrer le chauffage pour réchauffer l'habitacle. Donc, la voiture s'active, elle se met en fonction, le chauffage va démarrer, donc l'auto va se réchauffer, l'habitacle va se réchauffer. Ce n'est pas une action qui a pour but de démarrer un processus très particulier au sein de la batterie, comme c'est le cas avec le préconditionnement. Le préconditionnement, on va faire ça quand on est en long déplacement avant d'arriver à une borne rapide, et là, il va vraiment se passer quelque chose. Le préchauffage, ce que ça a de bon, c'est que puisque si on a des bonnes habitudes, on laisse notre auto brancher le soir quand on se couche, notre auto s'est chargée pendant la nuit. Vu qu'on n'a pas mis une borne de 80 ampères pour rien, on a mis une de 30, ça a fini de charger à 3h30 du matin plutôt qu'une heure. Puis là, le matin, quand on est à une demi-heure de partir ou peu importe, soit qu'on a programmé notre préchauffage dans le tableau de bord de notre véhicule, donc ça se fait tout seul, ou alors on le démarre à la main avec soit l'application mobile ou la télécommande, ce qui est très facile à faire. Et là, ben, le véhicule se met à réchauffer l'habitacle. Il prend forcément de l'énergie du véhicule pour se réchauffer, mais puisque la batterie est encore en contact avec la borne est branchée, là, ben, au fur et à mesure qu'on prend de l'énergie dans le véhicule, notre borne de recharge va remettre de l'énergie dans notre batterie, ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure de préchauffage, on sort dehors, notre voiture est chaude, les vitres sont dégivrées, c'est super confortable, puis notre pile est pleine parce que tout ça s'est fait pendant qu'on est encore branché sur la borne. Donc, on a le meilleur des deux mondes. On va quitter la maison avec une voiture déjà confortable à l'intérieur, puis on n'aura pas besoin de prendre l'énergie de la batterie pour, mettons qu'il fait moins 20 dehors, là, pour monter ça de moins 20 à plus 20 dans l'habitacle, une variation de 40 degrés. On l'a fait pendant qu'on est encore branché sur la borne de recharge. Donc, notre batterie est pleine. Puis là, on a juste besoin d'énergie pour maintenir le 20 degrés dans le véhicule. Beaucoup moins énergivore que de passer de moins 20 à plus 20, pardon. Donc, on va consommer moins d'énergie aussi pour se rendre au travail. Donc, ils vont nous en rester plus pour revenir le soir. Donc, tout le monde est gagnant. Je vais ouvrir une parenthèse. Cette semaine, ben, il y a eu une mise à jour dans l'application My Chevrolet. Tu l'as vu. Oui. OK. Bon. Cette mise à jour-là, ça fait une couple de mois qu'elle existe dans My Buick. Là. Et ils sont en train de faire toutes les applications l'une après l'autre. My Buick, My Cadillac, etc. Le fameux logo démarrer a changé de nom. Ça s'appelle climatisé ou climatisation, peu importe. Bon. Que ce soit marqué climatisation, chauffage, démarrage, ça fait toute la même affaire. OK? Vous allez appuyer dessus, ça va allumer votre véhicule, puis ça va mettre la température que vous avez programmée dans l'auto. Donc, exemple, par défaut, si vous n'avez rien programmé, ça va se mettre à 22 degrés. Fait que c'est 22 degrés climatisé ou 22 degrés chauffé. Ça ne changera absolument rien. Là. C'est ça. S'il fait chaud, ça va refroidir. S'il fait froid, ça va réchauffer, mais ça va l'amener à 21. C'est ça. Fait que c'est ça, à 22. Fait que c'est juste le nom qui a changé, mais ça va faire exactement la même affaire. Là. Vous n'avez pas besoin d'appeler OnStar, vous n'avez pas besoin de rien, d'appeler votre concessionnaire, parce qu'on s'est fait appeler, là, d'appeler le concessionnaire pour dire « J'ai perdu mon démarreur à distance ». Vous n'avez rien perdu. Là. C'est la même affaire. C'est rien que le terme qui a changé. C'est peut-être pas le terme qui a pas. Le terme n'a peut-être pas bien été utilisé, mais vous n'avez rien perdu. Je veux juste faire ma parenthèse parce qu'on s'est fait appeler. En même temps, dans plusieurs modèles de véhicules, le système de chauffage, ça s'appelle la climatisation. Le bouton s'appelle climatisation. Nous, on parle d'air climatisé. Fait que dans notre tête, climatisation, ça veut dire du froid. Mais climatiser, ça veut dire mettre au bon climat. Ça peut être autant du chaud que du froid. Là. On peut débattre des termes longtemps. Je comprends que les gens, ça les mêle, mais tu as raison. C'est la même affaire. C'est le label qui a changé sur le bouton. C'est ça. C'est exactement ça. 4e question. Avoir un garage chauffé, est-ce que ça fait une différence sur l'autonomie en période hivernale? Ça fait écoute, il y a beaucoup de. Il faut tenir compte de beaucoup de choses pour être capable de répondre à ça. Tu sais, le principe de base, c'est qu'une voiture électrique qui fonctionne avec une batterie lithium-ion. Une batterie lithium-ion, c'est un composé chimique
qui est optimal autour de 24-25 degrés Celsius. Quand il est plus chaud que ça, il est moins performant. Quand il est plus froid que ça, il est moins performant. Donc, les véhicules modernes, dont les véhicules dont on parle aujourd'hui, ont un petit module là, qui s'appelle le BMS, le Battery Management System, dont l'une de ses tâches, parce qu'il y a bien des tâches, ce petit module-là, mais l'une de ses tâches, lui, c'est d'essayer de garder la batterie heureuse en la gardant le plus proche possible de la température optimale de 24-25 degrés C. Fait que quand la batterie est trop froide, il va la réchauffer, il va partir un système qui réchauffe la batterie, qui va consommer de l'énergie, forcément. Puis quand elle est trop chaude, il va essayer de la climatiser. Une fois qu'on comprend ça, c'est certain que si ton auto accouche dehors, et qu'il fait moins 25 dehors, ben, ta batterie elle va descendre froide plus rapidement. Et là, le BMS va détecter que c'est froid. Et là, il va dire à la voiture, oh, il commence à faire froid, il faut se réchauffer. Puis il va essayer de réchauffer la voiture. La même affaire que si tu veux partir à 3 heures du matin parce que tu travailles de nuit, puis il fait moins 25 dehors, ta batterie va être plus froide quand tu vas démarrer. Donc, ton BMS, lui, il va la réchauffer, la batterie. Mais c'est sûr qu'il va travailler plus fort s'il fait moins 25 que si ton auto, tu l'as fait coucher dans le garage, puis tu gardes ton garage, je dis n'importe quoi. Là, souvent, on ne garde pas ça à 20 degrés. L'hiver, on va garder ça à 5 degrés, 10 degrés. Ben, 10 degrés, c'est plus facile de réchauffer la batterie de 10 à 24 que de moins 25 à plus 24. Mais maintenant, si ton voiture est dehors, pas de garage, puis qu'elle est branchée sur la borne de recharge, la même job va se faire. Tu vas être capable de dire, donc, moi, je n'ai pas de garage. Là. Je n'ai jamais eu de garage, puis je suis rendu à 14 ans qu'une voiture électrique, puis je n'ai jamais eu de problème. Mais c'est certain que mon auto est tombée en mode, il faut que je me garde au chaud plus vite les journées qui faisaient froid que mon voisin qui a un garage chauffé puis que son auto est dedans. Son auto, elle ne sait pas qu'il fait moins 25, qu'elle est à l'intérieur à plus 10, tu comprends? Fait que c'est sûr que ça a une différence. Maintenant, si tu as bien, préchauffé ton auto, si tu l'as amené à bonne température en partant, puis que ta batterie est en bonne température, théoriquement, tu vas faire la même distance. Sauf que c'est très difficile, si tu as un auto dehors qui couche dehors à moins 25, c'est très difficile surtout si tu vas travailler pas très loin, tu n'auras pas le temps de réchauffer assez ta batterie. En partant de la maison, partant allant, mettons que tu fais, on va dire, 5 ou 8 kilomètres, tu n'auras pas le temps roulant. Le BMS, il aura beau dire au système qui réchauffe la batterie, réchauffe, il n'aura pas le temps de la réchauffer assez pour l'amener à bonne température, alors que ton voisin qui a couché dans le garage puis que la batterie est déjà chaude, fait que quand vous allez arriver les deux à destination, ben celui qui a couché dehors va consommer un peu plus d'énergie parce que lui, il va avoir eu besoin de plus d'énergie pour réchauffer la batterie, ce que l'autre n'aura pas eu. Donc, théoriquement, oui, ça fait une différence, mais pas une différence au point. C'est pas une raison pour pour se faire construire un garage à cause pour ça. Là. Tu comprends? C'est pas. Moi, je pense honnêtement, ça va faire une petite différence sur une courte distance, mais sur une longue distance, non, parce que, tu sais, je veux dire, tu fais Montréal-Québec, là. Je dis, quand ça va faire 20 minutes que tu roules en moins 20, là, la batterie va commencer à être froide, mais tu sais, sur un long terme, ça ne changera rien. Je dis, en tout cas, moi, c'est sûr, de la courte distance, ça va paraître beaucoup plus. C'est quelqu'un qui se lève et qui va travailler à quelques kilomètres de la maison. Si l'auto couche dehors, ben, elle va être plus froide, il va consommer plus d'énergie pour la réchauffer comparativement à quelqu'un qui est dans un garage. Moi, je dis tout le temps, si vous avez un garage chauffé, ben oui, l'auto, elle va être heureuse dans le garage, c'est normal. Elle va, je veux dire, elle va être plus confortable puis ça va être plus facile pour elle de se réchauffer. Mais le véhicule, il est déjà conçu pour être capable de faire face au grand froid. Va-t-il consommer un petit peu plus sur des courtes distances? Oui, probablement. C'est temporaire, les journées qui fait froid. Mais c'est plus, avec les autos qu'on a aujourd'hui, c'est plus un enjeu de dire, hey, je vais avoir du trouble avec mon auto électrique parce qu'il couche dehors puis il fait froid. Ça n'était même pas un problème il y a 14 ans, ça en a encore moins un aujourd'hui. Le truc, c'est brancher votre auto, laissez-la brancher, on va en parler, là. Branchez votre auto, puis démarrez votre véhicule à distance, ou préchauffez votre véhicule avant que vous décollez, puis tout va bien aller. Oui, puis pas 5 minutes. Hein, non. Vous pouvez la partir 20-30 minutes d'avance. Vous ne polluez rien, by the way, il n'y a pas d'émanation. Ça va consommer un peu d'énergie, oui, mais c'est vraiment négligeable, sérieusement. Là. Votre ado prend sa douche, ça vous coûte plus cher que ça, pas mal. Préchauffez votre auto comme il faut, puis vous allez embarquer dedans, puis non seulement ça va être confortable pour vous, mais l'auto va avoir eu le temps de se mettre en branle. La batterie a commencé à s'activer parce qu'elle fournit de l'énergie pour le chauffage de l'auto, puis elle en reçoit de la borne pour se maintenir à niveau. Donc, il y a une activité, pas une activité pour la réchauffer d'une façon extraordinaire comme un préconditionnement ou une recharge rapide, mais juste assez là, pour lui donner son air d'aller, ce qui fait que dans une demi-heure, quand vous allez sortir, vous allez être bien, l'auto va être prête, puis vous allez avoir de l'agrément, il n'y aura pas de problème. Parfait. Pourquoi mon Equinox EV ou mon Blazer EV ne fait pas le 456 km d'autonomie annoncé par GM?
Ça, c'est la fameuse question qui revient tout le temps en début d'hiver. Ben, il était peut-être mieux placé que moi pour l'expliquer, Ouais. Yannick. Ça, c'est pas vraiment compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle le... Dans le fond, c'est le même principe que quand vous achetez un véhicule à essence. Un véhicule à essence, le constructeur va vous dire, le véhicule fait 10 litres au 100 km. Le 10 litres au 100 km, c'est dans les bonnes conditions. Le 456 km, c'est qu'est-ce que l'EPA américaine, le voyons, j'ai trop de la misère à dire ce mot-là. Le voyons, aide-moi donc. C'est l'agence américaine Environnement. la protection de l'environnement, le EPA. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que GM, eux autres, donnent le véhicule à l'EPA. Eux autres font leur test, puis ils reviennent avec le véhicule, ils disent, vous allez faire 456 km en moyenne avec ça. Ça, c'est des tests qui sont faits sur la route. Et eux autres, ça, c'est dans les conditions X de tests qui ont été faits. OK? Bon. À partir de là, dans certaines conditions, les gens vont faire plus de kilomètres, puis il y a certaines conditions, donc quand vous commencez à avoir froid, etc., vous allez faire moins de kilomètres. OK? Il y a aussi comme je peux dire, quelque chose qui fait comme même principe que quelqu'un va faire. Pourquoi mon auto fait 8 litres au 100 puis l'autre fait 10 litres au 100? Mais il y a la question du poids de la pédale. Hein? Le pied qui est en arrière, qui est sur le dessus de la pédale, ça va faire une grosse différence. Ouais. Quelqu'un qui roule 100 km/h sur l'autoroute puis que l'autre à côté en roule 120, il ne fera pas le même millage. Il ne fera pas le 456 km. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui vont arriver. Et le fameux Gassometer que vous voyez, le 456 qui est là, lui, il regarde toujours en fonction de lui, il regarde en fonction de ce que lui pense que vous allez pouvoir faire. Le chauffage de votre véhicule va prendre l'énergie de la batterie de traction. Vous allez faire moins de millage l'hiver. Les pneus d'hiver vont faire que vous allez perdre du kilométrage. Le chauffage, je viens de le dire. L'hiver, l'air est plus dense. C'est plus dur de bouger un véhicule. Ça s'applique autant sur un véhicule à essence. Là. Les pneus d'hiver, l'air, etc. Fait que c'est toutes des choses qui font que vous ne pourrez pas arriver à faire votre 456. Votre vendeur ne vous a pas compté des menteries, là. T'sais, vous n'irez pas voir votre vendeur quand vous achetez un véhicule à essence. Hey, tu me dis que le char faisait 10 litres au 100, puis l'hiver, vous en faites 8. Là. C'est la même affaire. C'est juste la seule petite différence, c'est que sur un véhicule électrique, ce qui est plate, OK? Parce qu'après X-Ton, je m'occupe des chars électriques depuis 2012. Au début, moi, j'ai osé à mes clients. Un Equinox, vous allez faire 4x4, un Equinox 4 roues motrices, vous allez faire 450 km en moyenne. L'été, vous allez faire un petit peu plus, puis l'hiver, ça va tourner autour de 300. OK? Mais mes clients ne reviennent pas me dire, Yannick, tu ne m'avais pas dit 300. Là. Ils le savent. Okay? C'est sûr que si votre représentant vous a dit 450, 450, 450, puis vous arrivez, vous êtes rendu à 300, ça se peut, vous allez l'appeler. Mais je dis, en partant, quand vous le savez, il ne devrait pas en avoir de problème. Fait que ce qui arrive, c'est que quand vous le savez, ça ne devrait pas arriver. Mais c'est normal, toutes les conditions, la route glissante, les roues spinent un petit peu plus, les pneus d'hiver, l'air est plus dense, le chauffage va prendre l'énergie de votre batterie. Tout ça ensemble va faire que vous allez faire moins de kilométrage sur votre véhicule. Et c'est normal. Ce n'est pas un problème de batterie, c'est fait comme ça. Ouais, et toutes les marques, tous les modèles de véhicules ont des pertes importantes d'autonomie l'hiver. Là. Quand je veux dire importante, c'est mettons qu'il fait vraiment froid, là, ça va être de 30-40 % dans les grands froids. Et ça, c'est vrai pour toutes les marques, là, que tu aies une voiture à 100 000 ou une voiture à 30 000 que tu aies une voiture chinoise, indienne, sud-coréenne, américaine, mexicaine, canadienne. C'est le cas, ça ne dépend pas du manufacturier, ça dépend des produits chimiques utilisés dans les batteries. Et dans tous les cas, ou dans pratiquement tous les cas, je devrais dire, là, c'est une technologie lithium-ion ou une des variantes, des nombreuses variantes des batteries lithium-ion. Et elles ont toutes, malheureusement, tendance à être moins optimales quand ils ne sont pas à température de 24 degrés, comme je disais tantôt. Donc, ça, c'est normal, puis ça n'a rien à voir avec le véhicule, ça a à voir avec la technologie en tant que telle. Est-ce qu'on peut espérer que ça va changer dans l'avenir? Très certainement. Les manufacturiers travaillent à développer des batteries plus performantes. Plus performantes, ça peut vouloir dire qui peuvent avoir plus d'autonomie. Ça peut vouloir dire qu'ils changent plus vite. Puis ça peut vouloir dire aussi qu'ils sont moins impactés par des phénomènes extérieurs comme la température. Malheureusement, généralement, quand tu améliores l'un, tu détériores l'autre. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des batteries actuellement qui chargent super vite, mais c'est des batteries qui sont très sensibles à la température, par exemple. Fait que c'est toujours... tu ne peux pas gagner sur tous les fronts, là, mais
avec le temps, les technologies vont s'améliorer, mais pour le moment, c'est ça. Puis c'est avec les autonomies qu'ont les véhicules aujourd'hui, c'est pas trop problématique, là. Ça surprendrait que quelqu'un ait besoin tous les jours d'avoir son 450 km d'autonomie. C'est ça. La question qui revient, ça, cette question est revenue, ben, quand je vais dire ça? Elle revient souvent, c'est cyclique. Des fois, on n'entend pas parler pendant des mois et des fois, ça revient très, très, très souvent. Et cette question-là est là depuis le début des voitures électriques. Est-ce que tu recharges ton véhicule à 100% ou pas? Ouais. Ça, là, juste là-dessus, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, mon cher ami. Ben, En fait, tu viens de te trouver un sujet. ouais, je viens de me trouver un sujet. Oui, c'est ça. Il n'en manque pas des sujets. Ben, écoute, je vais essayer d'être le plus honnête possible, le plus transparent avec toi possible là-dessus. En fait, je pense que cette ambiguïté-là vient d'une espèce de dualité qu'il y a par rapport aux démonstrations, aux preuves, aux études scientifiques qui disent quelque chose, puis la pratique de ceux qui ont les véhicules, puis qui observent d'autres choses. Puis là, bien évidemment, à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est la bonne réponse. Fait que là, tu as comme une espèce de guerre de clocher. Oui, mais les vrais scientifiques, ceux qui connaissent ça, disent ça. Ouais, mais ceux qui l'utilisent disent d'autres choses. Le problème, c'est que les deux ont raison, puis je m'explique. Une batterie lithium-ion, comme celle qu'on possède dans nos véhicules, il est vrai que toutes les études sérieuses sur les batteries lithium-ion démontrent que les batteries lithium-ion préfèrent ne pas rester longtemps, puis là, le mot longtemps, il est important dans ma phrase, là, préfèrent ne pas rester longtemps à très, très bas niveau de charge, donc près de zéro, ou à très, très haut niveau de charge, près de 100. Ça c'est un fait là, établi, puis il n'y a personne qui remet ça en doute. Mais une fois que ça c'est dit, il faut savoir un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est que votre véhicule électrique, quand le manufacturier vous dit que vous êtes à zéro, quand il vous dit que vous êtes à 100, vous n'êtes ni à zéro ni à 100. C'est-à-dire que pour éviter que vous alliez justement dans les extrêmes, ils ont comme un peu trafiqué le calibrage, là. Puis quand ça vous dit zéro, vous êtes peut-être à 3, mettons, là, ou à 4, ou peu importe, dépendant des modèles. Puis quand ça vous dit 100, mais vous n'êtes pas à 100, vous êtes peut-être à 96 ou à 97. Donc, on se ramène à l'intérieur, des marges de manœuvre de la batterie pour éviter d'être trop dans les extrêmes. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième affaire, c'est que quand les scientifiques disent on a pu démontrer que sur, mettons, on prend des batteries, là, puis mettons, on prend 1000 batteries, on les recharge juste de 20 à 80 on les décharge de 80 à 20. On fait ça avec 1000 batteries. Puis en parallèle, on fait un autre test, on a un autre 1000 batteries, puis on les décharge à 0, puis on les recharge à 100. Puis on fait ça des milliers de fois sur les deux, puis là, on mesure les résultats. Ben, leurs tests démontrent que les batteries qui se sont tenues entre 20 et 80 versus celles qui ont été de 0 à 100, celles qui ont été de 20 à 80, on subit moins de dégradation avec le temps, sont restés en plus grande santé. Mais là, attention, là, on fait affaire des scientifiques, hein, du monde là, qui aime mettre des virgules puis 8 chiffres après le point. C'est pas que celle qui a fait 20-80 est encore à 100 puis l'autre est rendue à 50 là. Il y a quelques dixièmes ou pourcents de différence entre les deux. Et d'autant plus vrai quand tu décharges à 100 puis que tu attends plusieurs jours, plusieurs semaines, tu recharges à 100 tu attends plusieurs jours, plusieurs semaines, tu redescends à zéro. Plus tu attends longtemps dans les extrémités, plus l'impact là, se mesure est grand. Mais maintenant, parce que les batteries, quand ils indiquent 0 puis qu'ils indiquent 100, ne sont pas vraiment 0 puis à 100, parce qu'on ne charge pas notre auto pour la laisser à un niveau de charge longtemps, on l'utilise à une auto, on utilise ça régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Les faits sont que les gens qui font hyper attention, qui sont by the book puis qui chargent de 20-80, quand ils comparent l'état de santé de leur batterie avec leur voisin qui a la même auto qu'eux autres, puis lui, le voisin, il ne fait pas attention à ça, puis il charge à 100 tant qu'il veut, ils font à peu près pas de différence entre les deux. Est-ce qu'il y a une différence du point de vue scientifique mesurable? Oui. Du point de vue pratique pour le consommateur, à peu près aucune. Fait que ma recommandation, c'est si vous êtes du genre nerveux, qui dormez mal la nuit quand vous n'avez pas l'impression que vous faites votre maximum pour être en santé, vous êtes le genre qui ne se permet pas un petit junk food une fois par mois puis qui veut manger juste des aliments sains, ben garde, cherchez de 20 à 80. C'est juste plate parce que vous vous privez d'une partie de l'énergie de votre batterie. Mais oui, scientifiquement, même si pratiquement vous ne pourrez pas le démontrer, vous pourrez mourir heureux en disant scientifiquement, plusieurs scientifiques ont pu démontrer que j'ai gagné quelques dixièmes de 1% avec mes bonnes habitudes de vie.
Moi, j'ai tendance à vous dire, cassez-vous pas le basic. Vous avez acheté un auto, vous faites vos paiements à 100%, utilisez votre voiture à 100%. Maintenant, si vous êtes dans une situation où 95% du temps, vous avez en masse de 200 km d'une journée, puis une grosse journée, 300, ça c'est une grosse journée, puis votre auto est capable de vous donner 500 km d'autonomie, puis ça vous tente de régler ça à 80% de charge maximum, faites-le. Il y a plein de gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça à 80, par exemple, puis la fois dans la semaine ou dans les 2 semaines, où là, ils savent qu'ils vont aller plus loin, ben là, ils disent à leur auto, aujourd'hui, charge-moi jusqu'à 100%. Dans les fêtes, là, prenez l'habitude que faites donc ce que vous voulez. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Faites donc ce que vous voulez parce que tout le monde a un petit peu raison. La seule mise en garde que je dirais, parce que ça reste que le fondement est vrai, longtemps dans les extrêmes, c'est pas bon. Si vous êtes un snowbird puis vous partez pendant 2 mois en Floride, ben essayez d'éviter de programmer votre auto pour qu'elle reste à 100%, puis vous partez 2 mois, puis elle va rester à 100% pendant 2 mois. Là, programmez votre auto pour qu'elle maintienne ça à 70 ou à 80, ou même pas, même plus bas. C'est complètement une autre affaire, là. C'est parce dans que le manuel du là, propriétaire, là. C'est une autre oui, histoire. puis on est dans des cas extrêmes. Mais ça, je dis, c'est parce que c'est ça. longtemps. Le manuel du propriétaire vous le dit parce que là, on parle vraiment de longtemps. Parce que quand je disais laisser ça longtemps, c'est pas je vais la charger à 100 ce soir, puis demain, hey, je pars pas à 8 heures, je pars à 10 heures le matin. C'est pas ça, longtemps. Longtemps, on parle de plusieurs semaines, plusieurs mois. Fait que vous êtes un snowbird, là, c'est une autre affaire. Si vous partez, c'est la même affaire, vous allez à l'aéroport, vous laissez votre auto là pendant 2 semaines, ben si vous êtes parti de chez vous, vous êtes en allant à l'aéroport, elle ne sera plus à 100% anyway quand vous allez arriver à l'aéroport. Il n'y a pas de panique. Vous allez revenir au bout de votre 2 semaines de voyage en Italie, puis votre auto, elle va vous avoir attendu, puis elle va être bien heureuse, puis elle va être bien correcte, puis il n'y aura rien qui va s'être brisé là. Ça se peut que l'autonomie aille baisser un petit peu, surtout si c'est l'hiver, parce que s'il a fait froid, elle va s'être auto-tempérée. Si elle n'est pas branchée, elle va avoir pris un peu d'énergie de la batterie pour pas que la batterie gèle. Fait que si vous avez laissé l'auto à 75, vous allez peut-être la reprendre à 72, à 70, mais vous ne la reprendrez pas à zéro. Là. Elle va peut-être enlever de quelques pourcents, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais usage normal, stressez pas avec ça. Oui, scientifiquement, c'est prouvé que c'est mieux de parler dans les extrêmes pratiquement parce que vous ne l'êtes pas vraiment, puis parce que vous ne laissez pas votre batterie là longtemps, vous ne verrez que très peu, voire pas du tout de différence entre les deux. Du moins, c'est ce que mon expérience, moi, me prouve. Et c'est ce que des utilisations de flottes fréquentes au Québec qui ont été mesurées, comme la flotte de Théo Taxi, par exemple, qui avait des patrons de recharge assez intenses, puis ils faisaient des tests sur le véhicule, puis eux aussi ne voyaient pas grand patron se poindre à l'horizon. Donc, c'est pas parce que la science démontre. Tu sais, la science démontre que de la icine, c'est bon pour la santé. Il y a du monde qui prend des capsules d'ail pour ne pas être malade. Sauf que la science, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que tu prennes l'équivalent d'à peu près 45 livres d'ail par jour pour que ça ait un effet. Personne ne fait ça. Mais oui, la science dit que c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas grand monde qui mange 45 livres d'ail pour autant. Tu sais. Tu disais que les constructeurs ont... le char n'est pas vraiment à 100%, puis il n'est pas vraiment à zéro. Là, pour vous donner une idée, là, quand GM vous dit, exemple, dans le cas d'un Equinox ou dans un Blazer, que votre batterie, c'est une 85 kWh, c'est la portion utilisable de votre batterie. Ce que vous êtes capable d'utiliser, parce que dans le cas d'un Equinox ou dans le cas d'un Blazer 4 roues motrices, la batterie, c'est une 89 kWh. Donc, un 4 kWh de tampon artificiel que vous n'utiliserez jamais. Aux deux extrémités. Aux deux extrémités, deux en haut, deux en bas, là, que vous n'utiliserez jamais. Fait que c'est une des façons d'éviter le fait mémoire d'une batterie lithium-ion. Fait que c'est ça. Pour les fameux snowbirds, je ne vais pas rentrer dans le sujet, là, mais allez voir dans votre manuel du propriétaire, là, c'est complètement une autre chose. Il faut que la batterie soit mise à 30%. Il ne faut pas vous brancher votre véhicule. Il faut vous débrancher votre batterie 12 volts. Il faut que la petite batterie 12 volts soit mise sur un chargeur intelligent. C'est vraiment marqué dans le manuel du propriétaire qu'est-ce que vous devez faire si la voiture doit être entreposée pour plus que 30 jours. C'est vraiment marqué dans le manuel. C'est vraiment une affaire complètement à part. C'est branchez pas votre char, puis écoutez pas les affaires Internet, parce qu'on a souvent des clients là, qui partent, mettons, 2-3 mois, parce que, bon, peu importe où, là, puis ils reviennent, puis j'avais vu ça sur Facebook, j'avais vu ça en ligne, puis ils reviennent, puis je ne sors pas plus. Comme je vous dis, là, c'est marqué dans le livre qu'est-ce que vous devez faire, vous n'en aurez pas de problème. Sur toutes les BRCC qu'on rencontre, il y a des chiffres, en général, sur la pancarte en haut de la borne en haut à gauche. 50, 100, 150. Ça veut dire quoi, ce chiffre-là? Tantôt, on a parlé de la différence entre les kilowatts et les kilowattheures. On disait que les kilowatts, c'était
puissance avec laquelle la borne est capable de pousser l'énergie dans un véhicule, la puissance maximale que la borne elle peut donner. Donc, ce chiffre-là, c'est ce que ça représente. 50 kilowatts, ça veut dire que la borne, même si votre véhicule peut prendre plus que 50, cette borne-là ne peut pas donner plus que 50. Elle peut donner jusqu'à 50. Est-ce que ça veut dire qu'elle va donner 50? Pas nécessairement. Elle va donner 50 si le véhicule lui permet qu'elle donne jusqu'à 50. Même chose pour les 100, les 150, les 180, les 200, les 350. Le chiffre te donne, plus le chiffre est gros, plus la borne, elle est capable de te donner beaucoup. Maintenant, on le sait, on l'a répété beaucoup, 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 beaucoup. Au-delà, à part le maximum qu'elle peut donner, la borne, la puissance qu'elle va donner, ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais principalement qui vient du véhicule. C'est-à-dire que c'est une danse à deux. Puis on le sait, quand on danse en danse sociale, c'est l'homme qui dirige, puis c'est la femme qui suit. C'est comme une convention en danse sociale. Ben, une auto qui se charge, l'équivalent de l'homme qui dirige, c'est le véhicule. Donc, quand tu branches la borne rapide sur le véhicule, mettons, c'est une borne de 100, ce qui est écrit en haut, c'est 100. En se branchant sur le véhicule, la borne, on va dire au véhicule, moi, je peux te donner jusqu'à 100. Toi, c'est quoi la situation actuellement? Et là, le véhicule va y répondre. Ben moi, je suis à 20 de charge actuellement, je suis pas mal vide, mais je suis froide comme batterie parce que, bon, peut-être que l'auto vient de démarrer à 2 coins de rue avant, puis on arrive à la borne, puis l'auto est froide. Donc, vu que je suis bien froide, là, moi, je ne peux pas accepter plus que 35 kilowatts. Fait que la borne a dit OK, pas de problème. Elle prend son 5 kilowatts, elle descend ça à 35, puis elle alimente l'auto à 35. L'auto se charge, elle se réchauffe. À un moment donné, l'auto va dire à la borne Hey, sais-tu quoi? Je pense que je pourrais prendre jusqu'à 50. Là. Whoop, la borne va monter jusqu'à 50. C'est vraiment, la borne ne fait que répondre aux demandes du véhicule. Le véhicule va lui demander à quelle puissance se placer en fonction d'un paquet de paramètres, puis la borne va le donner. Mais même si le véhicule disait OK, là, moi, je pourrais prendre 130, si c'est une borne de 100, la borne va dire hey, moi, je pourrais pas aller plus haut que 100, fait qu'elle va topper à son maximum ou un petit peu en bas du maximum. Là. C'est un maximum théorique, là. Ça, on ne l'atteint jamais vraiment, là, mais on n'est pas loin. Là, fait que c'est la puissance de la borne. Fait que la stratégie, dans le fond, c'est quand on arrive sur un site avec notre véhicule, puis il y a des 50, des 100, des 180, des 350, puis là, on se dit bon, laquelle je prends? Le réflexe naturel, c'est de jouer. Ils sont tous libres, on va prendre la plus puissante. Ben, pas nécessairement, tu comprends? Parce que si ton auto n'est pas capable de la prendre, la plus puissante, ça ne sert à rien d'aller là. Un, tu l'enlèves à quelqu'un qui, lui, pourrait peut-être en avoir besoin. Puis deux, tu ne changeras pas plus vite si ton auto n'est pas capable. Si ta voiture peut aller au maximum 100, si tu vas sur une 350, tu n'iras pas plus vite que 100. Et la beauté de la patente, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher de se charger sur une 350 que sur une 100. Fait que payer plus cher parce que ça va aller plus vite, on n'a pas de problème avec le principe, mais pas aller plus vite puis payer plus cher, ben, tu fais rien que perdre de l'argent puis tu prends la place à quelqu'un qui aurait pu en profiter. Morale de l'histoire, connaissez votre véhicule. Là, nous, on parle de Blazer puis d'Equinox aujourd'hui. C'est des véhicules qui, idéalement, là, vous devriez utiliser des bornes de 180 kilowatts. Puis même si vous voulez aller chercher le maximum, là, une 350, ça va être capable de vous donner le bon courant pour aller chercher le maximum. Mais si ce qui reste de disponible sur le site, c'est une 100 ou c'est une 50, ça va marcher pareil. Mais vous n'irez pas au maximum que votre véhicule est capable de prendre. Vous allez rouler moins vite parce que vous prenez une borne qui est moins puissante. Ceci étant dit, parce que la question qui va suivre en général, les gens vont souvent, en tout cas, souvent me poser la question, c'est ça prend combien de temps de charger un Blazer ou un Equinox sur une borne, mettons, de 20 à 80 sur une borne de 180 kW? Les tests qu'on avait fait, moi et toi, quand le Blazer et l'Equinox avaient arrivé à l'époque, c'était à peu près 35 minutes. T'en souviens? C'était ça que ça donnait. Tu as sûrement ça toi aussi que tu as fait. Faut le dire, tu as un Blazer, là, on va le dire. Là. Fait que c'était à peu près ça que ça donnait. Un Silverado électrique, c'est à peu près ça aussi. Le 20 à 80 sur une 350 kW, c'est à peu près ça que ça va donner, à peu près 35 minutes, 35-40 minutes. Là. Ce qu'on avait fait quand on est allé en février, là, au rallye des camions, là, ce que j'avais fait là, quand on avait rechargé, c'était à peu près ça, 35-40 minutes, là, 20 à 80 à peu près. Troisième question de mon chapitre des BRCC. On a parlé un petit peu tantôt, on parlait vite de préchauffer, préconditionner. Là, on va parler de préconditionnement d'une batterie. Qu'est-ce que c'est préconditionner une batterie en tant que telle? Okay, on va en parler, c'est quoi, puis comment qu'on fait ça. Je vais en reparler après comment qu'on fait ça, mais on va parler aussi
qu'est-ce que préconditionner une batterie pour une BRCC? Ouais. En fait, c'est relativement simple. On se rappelle ce que j'ai dit précédemment. Une batterie lithium-ion, c'est aux alentours de 24 degrés Celsius. Donc, s'il faisait toujours exactement 24 degrés Celsius, puis que notre batterie, par magie, se maintenait par elle-même seule à 24 degrés Celsius, c'est un concept qui n'existerait pas, le préconditionnement. Le préconditionnement, ce que c'est l'action de refroidir ou réchauffer notre batterie pour l'amener la plus proche possible de la température à laquelle elle doit être pour avoir des performances optimales, mais des performances optimales de recharge. L'objectif, c'est qu'on veut recharger notre véhicule, mais on veut, évidemment, si on s'arrête à une borne rapide, parce que le préconditionnement, ce n'est valide que pour la recharge rapide, ça n'a pas d'impact sur la recharge niveau 2 à la maison, là. L'objectif, c'est d'avoir une recharge rapide la plus rapide possible. On va être capable d'aller chercher les meilleures performances que notre véhicule est capable de nous donner. Et quand le manufacturier nous dit ton véhicule est capable d'aller chercher 150 kW, par exemple, mais c'est 150 kW si et seulement si certaines conditions sont respectées. L'une de ces conditions-là, c'est que la batterie ne soit pas déjà presque pleine parce qu'on sait qu'une batterie de véhicule électrique trop chargée, ben, elle ne sera pas capable d'aller chercher le maximum parce que pour éviter que, c'est comme quand tu remplis une chaudière avec une hausse de jardin, là, à un moment donné, quand tu approches le haut de la chaudière, il faut que tu slackes un peu sur la clenche, tu ne veux pas que ça déborde et que ça se splash partout. Fait que quand ta batterie est trop chargée, la borne, tu sais, je l'ai dit, ils se parlent les deux. La voiture, ça dit, moi, je suis déjà à 80. La borne, on va dire, ben, on va modérer les transports parce qu'on ne veut pas que tu débordes. Fait qu'une des conditions, il faut que le véhicule soit passablement vide en termes de batterie. Mais l'autre condition, et c'est là que le préconditionnement entre en jeu, c'est que la batterie soit à la bonne température. Le fait est qu'elle est rarement directement à bonne température. Elle est souvent trop froide l'hiver, puis elle est souvent trop chaude l'été. Donc, le préconditionnement, ce que ça fait, c'est que ça va réchauffer ou climatiser la batterie pour l'amener à bonne température pour que quand tu arrives à la borne, tu ailles chercher tout de suite le maximum que la borne serait capable de te donner. Donc, que ta batterie soit à une température optimale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette action-là de préparer la batterie, ça ne se fait pas 2 sorties avant celle où tu t'en vas. Hey, dans 3 minutes, il faut que je me charge, puis tu pèses sur le piton. C'est une action qui prend du temps, qui prend une demi-heure, 45 minutes. Fait que l'idéal, c'est quand tu pars de chez vous, mettons, ou de là où tu es, puis tu dis, bon, mais là, il faut que je m'en aille loin, puis il faut que j'arrête de charger en chemin. Si tu es déjà capable de te projeter et de dire, je vais aller m'arrêter à telle place dans 1 heure et demie, c'est de déjà informer le véhicule que tu vas aller te charger à cet endroit-là dans 1 heure et demie pour que le véhicule soit capable de se préparer tout seul à cette recharge-là. Puis là, je vais te laisser expliquer c'est quoi les méthodes pour le faire, Yannick. La méthode la plus simple, OK, pour préconditionner votre batterie, OK, c'est d'utiliser le système Google que vous avez dans votre véhicule, OK? Donc, je m'explique, vous allez comprendre. J'avais fait un petit short sur ma chaîne YouTube qui vous explique, là. Je vous donne un exemple. Mettons, vous en allez à Gaspé, OK? Vous allez donner votre point, votre destination finale dans Google. Étant donné que le Google Automotive est intégré à la voiture, Google va savoir que vous ne pourrez pas vous rendre à votre destination. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va vous donner vos bornes de recharge en vous en allant. Si la voiture juge qu'elle va avoir besoin d'un préconditionnement pour vous recharger le plus rapidement possible, ça va se faire tout seul. OK? Donc, si elle a besoin de se climatiser parce qu'il fait chaud, elle va le faire tout seul. Même chose que ça a froid l'hiver, ça va se faire tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin de vous occuper d'absolument rien. OK? Si vous n'avez pas fait ça, là, il va falloir que vous allez dans votre onglet de recharge et dans j'oublie le nom, là, je pense que c'est préconditionnement, là, dans ces préparations de la recharge rapide. Vous allez cliquer là-dessus, puis il y a un long. Après ça, vous allez cliquer encore dessus, ça va partir. Mais comme Martin a dit, vous devez faire ça une bonne demi-heure, 40 minutes avant. Mais je veux dire, la façon la plus simple, là, c'est vraiment d'utiliser Google Automotive. Le Google Maps, là, moi, comme je dis souvent, là, c'est rendu. Quelqu'un qui fait des distances, c'est votre meilleur chum. À cette heure-là, c'est. Yannick, j'ajouterais de faire attention quand on s'en va quelque part et on dit on va se recharger. Si vous avez punché, mettons que vous rentrez, vous allez dans votre GPS puis vous rentrez, vous trouvez je sais pas, moi je vais donner un exemple simple, le Saint-Hubert au Madrid.
Ben là, lui, il s'en va au Saint-Hubert, il s'en va pas une borne rapide. Je comprends qu'il y a des bornes rapides dans le cours, mais vous avez dit à votre GPS que vous en alliez au Saint-Hubert. Pour que le préconditionnement fonctionne, la destination, si vous mettez une destination, la destination doit être une borne de recharge. Donc, quand vous allez dans Google, vous avez l'option de faire des recherches pour des bornes de recharge. Quand vous choisissez la borne, il sait que vous en allez à la borne. Parce que là, des bornes, il y en a partout. Puis c'est pas parce que tu vas au Saint-Hubert que tu vas nécessairement te recharger, là, le véhicule. Surtout si tu n'as pas théoriquement absolument besoin de te recharger là, mais tu veux te recharger là, ben, il faut que tu le dises à ton véhicule en entrant comme destination une borne de recharge et non pas un endroit où il y a une borne de recharge. Et cette distinction-là est importante. Fait que vous avez le choix soit de, comme je dis, moi, ce que je fais, c'est que je rentre la destination finale, puis si les bornes qu'ils vous donnent en vous en allant, si vous n'êtes pas à l'aise avec la borne qu'ils vous donnent, juste de changer la borne, puis de donner une autre destination. Là, automatiquement, il va savoir que c'est une borne, vous allez dire, vous allez avoir vous recharger à cette borne-là. Fait que, comme je vous dis, c'est toujours donner la destination de la borne et non la destination du restaurant, exemple. OK? Fait que là, il va le faire tout seul. Mais c'est toujours de donner la destination finale et entre-temps, de donner des points ce que vous voulez vous rendre. Et tout le reste va se faire tout seul. Comme je vous dis, vous ne conservez vraiment pas le basic. C'est la façon la plus simple de le faire. Ouais. Et la différence sur une recharge rapide, surtout une journée qui fait très froid, là, oui. Sur une borne rapide, entre quelqu'un qui, 45 minutes avant, a démarré le préconditionnement ou a avisé par Google, là, puis quelqu'un qui ne le fait pas, est gigantesque. C'est pas juste je gagne 3% de vitesse. Là. Non, ça peut aller 2,5 fois plus vite. Ouais. Fait que c'est très important, puis ça fait la différence entre vous avez de l'agrément et vous n'en avez pas. C'est important de maîtriser cet aspect-là. Juste pour revenir à la question qu'on avait avant, parce que je repense encore. Le temps de recharge, on disait, bon, de 20 sur une 180 kW, là, de 20 à 80, ça prenait 35 minutes. Si, exemple, vous arrivez à une borne, une 50 kW, puis vous rechargez votre Blazer ou votre Equinox de 20 à 80 %, si on vous dit 35 minutes sur une 180, ben, attendez-vous que ça va être 3 fois le temps sur une 50 kW, parce que le maximum que le véhicule va être capable de prendre, c'est 150 kW à peu près. Là, OK? Fait que ça va vous prendre à peu près 1h30. C'est pour ça qu'on essaie de dire aux clients, on essaie de vous dire, essayez de prendre toujours les bornes le plus rapide que vous êtes capable d'avoir. C'est sûr que si votre borne, vous avez 12 bornes, puis la seule borne qui vous reste, c'est une 50, mais embarquez sur une 50 le temps que les autres se libèrent. Quand les autres vont se libérer, ben, embarquez tout de suite sur la 180. Mais attendez pas que la 180 se libère, parce que ça peut prendre bien du temps. Comme je vous dis, vous allez gagner du temps comme ça. Mais comme je vous dis, c'est une façon vite de le calculer. Là. Fait que, comme je vous dis, mais comme Martin disait tantôt aussi, c'est qu'il y a un paquet de choses aussi qui peut faire en sorte que la borne ne peut peut-être pas se recharger ou peut-être que le véhicule ne peut pas prendre la pleine vitesse de recharge. L'autre chose aussi qu'on a oublié de mentionner, c'est il y a des bornes qui existent, que c'est des recharges partagées. Peux-tu juste en glisser un mot vite là-dessus? Oui. Ben, en fait, il y a certaines bornes, c'est généralement les bornes de 120 kW et plus. Là. Il n'y a pas ça sur les bornes de 50 et de 100 généralement, mais sur les bornes de 120 et plus, il y a certaines bornes, ce n'est pas toutes qui sont partagées. Celles qui sont partagées, c'est bien indiqué dessus, en partage de puissance. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une borne de 180 kW en partage de puissance, si vous êtes le seul, vous êtes stationné devant, puis vous prenez un des pistolets, vous vous branchez, la borne a de disponible pour vous 180. Bon, votre Blazer n'est pas capable de prendre jusqu'à 180, là, il va être un peu plus bas que ça, mais mettons que vous êtes en train de charger à 130, mettons, parce qu'il est capable de vous donner 130 sur son 180. Mais puisqu'il y a 2 pistolets après la borne et que c'est en partagé, c'est-à-dire qu'une autre personne peut partager la borne avec vous, fait qu'un autre véhicule peut se stationner à côté de vous, prendre le deuxième pistolet et se brancher. À partir du moment où il y a 2 véhicules de branchés, la borne prend le 180, le partage en deux, 90 à gauche, 90 à droite. Vous avez chacun accès maintenant à 90 kW. Vous étiez en train de charger à 120, mais là, vous allez dropper d'un coup sec à 90 parce que il y a une partie de l'énergie qui est prêtée à l'autre personne qui est à côté. Fait que c'est malheureux, c'est pas le fun. Vous êtes en train de vous charger, puis il y en a un autre qui arrive à côté, puis là, ça vient de tomber plus lent pour vous. Mais à contrario, c'est peut-être vous le deuxième qui se branche, puis vous êtes en train de vous charger, puis là, l'autre à côté, il a fini, il s'en va, puis là, votre puissance, ça se met à remonter d'un coup sec parce qu'il a libéré. Les superchargeurs Tesla, version 1, version 2, ils sont tous comme ça. Là. Les gens qui ont des Tesla sont habitués. Ils savent que tu essaies de ne pas être le deuxième sur une borne parce que tu te trouves
C'est plate pour le gars qui est à côté ou la fille qui est à côté, puis c'est plate pour toi parce que tu n'auras pas la pleine puissance. Fait que s'il y en a d'autres de libres, d'autres bornes à côté, t'es mieux d'en prendre d'autres. Mais ça permet d'avoir plus de monde qui change en même temps. Une journée qui est très achalandée, t'es mieux de changer à 90 que pas pantoute. T'sais. Moi, j'avais déjà fait ça. Moi, j'étais en train de recharger j'avais un Silverado, j'étais en train de recharger, puis c'était une borne partagée. Il y avait deux bornes partagées dans le fond. C'est comme, je sais plus c'était quoi puis la personne, elle arrive sur une borne qui est partagée, mais l'autre est libre. Fait que là, je dis à la personne, je dis non, je vais sur l'autre, parce que la personne ne savait pas que c'était quoi une borne partagée. Il a fallu que j'explique. C'est normal. Hein, je vais sur l'autre. Je vais sur l'autre, ça va changer plus vite tous les deux. Là, ah ouais, OK. Fait que c'est ça qui est ça. Là, ça va être une question vraiment pour toi parce que t'es circuit électrique, puis c'est ça. Fait que tu vas comprendre. Regarde bien. Pourquoi, quand j'ai rechargé sur une BRCC, j'ai seulement obtenu 30 kW de vitesse de charge et pourtant j'avais préconditionné ma batterie? Tu as obtenu 30 kW de puissance, donc oui. Tu es avec un véhicule qui peut prendre. Dans son cas, lui, le monsieur avait un Equinox. Un Equinox, donc il peut prendre en haut de 100 kW sans problème. La première question que j'y poserais, c'est vous êtes arrivé avec quel pourcentage de charge sur la borne? Il est arrivé à 60, 65 70 de charge ou il est arrivé à 5 de charge? À 5 de charge, s'il ne faisait pas froid, il y a anguille sous roche, mais s'il était avec un auto à 60-70 plein, c'est normal. Là, je vais vous montrer à l'écran, je vais vous montrer c'est parce que les gens pensent que recharger un véhicule électrique, c'est linéaire. OK? Ce qui n'est pas le cas. Là, je vais vous montrer, parce que Martin m'a fourni des courbes de charge je vais vous montrer l'Equinox. Ils m'ont donné l'Equinox, le Blazer, le Silverado. C'est des courbes de charge. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas linéaire. Ce qui va se passer, c'est que ça va partir d'une certaine vitesse, ça va augmenter, on le voit à l'écran, là, ça va monter, puis ça va arriver à un certain pourcentage, ça va se mettre à descendre tranquillement, pas vite, puis jusqu'à 80 puis là, ça se met à descendre à partir de 80 D'où ce que Martin disait, la question, c'est vous êtes arrivé à combien de pourcentage sur la batterie? À chaque fois qu'on voit ça en ligne, les gens qui nous posent la question, exemple, qui m'appellent puis qui me disent « Hey, j'ai eu tant de pourcentage, comment ça? Tu me dis que c'était 150. » Première question, c'est vous étiez à combien de pourcentage de batterie, niveau de charge, quand vous êtes arrivé à la borne? Si vous étiez à 70, là, c'est normal. C'est impossible d'avoir 150 kW ou 120 kW de charge ou 123, peu importe l'ampérage que vous êtes capable d'avoir. C'est impossible d'avoir la pleine vitesse de charge à 70 de niveau de charge parce que ça commence à descendre autour de 60. C'est pas vraiment compliqué. En partant, c'est ça. C'est la première question que vous devez vous poser. Le pire niveau de charge pour commencer une recharge rapide, c'est au-dessus de 60 %. Es-tu d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord, surtout avec les voitures dont on parle. Puis, tu sais, chaque modèle, chaque marque a un peu son sweet spot en fonction de sa courbe de recharge qui peut être différente. Mais dans le cas des véhicules qui nous intéressent aujourd'hui, je dirais que l'idéal, c'est si on fait une longue distance, c'est d'essayer de rester, aller jusqu'à 60. Mettons que j'ai une grande distance à faire, là. Mettons que je suis rendu, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi 15 de charge, j'arrête de me charger, je me charge jusqu'à 60 à peu près, puis à 60 de charge, je me débranche, je roule jusqu'à temps que je redescende à un bon niveau de charge, 10 12 je me rebranche à une autre borne, je me remonte jusqu'à 60 et t'es mieux sur une longue distance, mettons, en Gaspésie, t'es mieux d'arrêter 3 fois à des bornes où tu t'es chargé jusqu'à 60 que 2 fois où tu t'es chargé jusqu'à 80-85. Au final, ça va te prendre moins de temps. Parce que si tu arrêtes à 60, tu te charges juste dans la portion où ton véhicule il est hyper rapide, puis en haut de 60, il se met à être plus lent, ton véhicule. Autrement dit, c'est toi le boss. Tu ne permets pas de se charger dans la portion où il n'est pas rapide. Tu le gardes toujours dans sa portion où il est rapide, c'est-à-dire en bas de 60 il y a des véhicules que, je ne sais pas, les Bolt, c'était plus 55 à peu près. En haut de 55, là, ça se mettait à piquer, mais drastiquement. Fait qu'on essayait de se charger jusqu'à 55. Tu peux le faire, mettons qu'il te manque 10 puis tu es capable de te rendre à destination. C'est pas grave, mais il faut comprendre que dans le cas du Blazer et de l'Equinox, en haut de 60 ça se met à ralentir quand même pas mal. Assez pour que, si tu peux te le permettre, débranche, puis t'es mieux de rouler puis de te recharger ailleurs plus loin quand ta batterie va être plus basse. Fait que le niveau de charge est crucial. Toutes les courbes de recharge
ont ce pattern-là où quelque part entre 55 et 80 ça va se mettre à tomber drastiquement. Certains, c'est plus loin, certains, c'est plus de bonne heure. Ça dépend des ingénieurs, du manufacturier, comment ils ont programmé le BMS dans le véhicule, là. Et l'autre chose, c'est est-ce que c'était quoi la température extérieure? Est-ce que la batterie avait été conditionnée? Après ça, on peut pointer peut-être la borne. Est-ce que c'est une borne qui était partagée? C'est toutes des choses qu'il faut regarder avant de commencer à pointer l'auto. Ce que je dis Oui, souvent, tout à fait. parce que des fois, souvent, les gens ont tendance à penser que c'est l'auto le problème. Là. Avant de pointer l'auto, il faut regarder toutes les variables Ouais, autour. c'est parce que, tu sais, Yannick, les gens confondent, c'est l'auto qui est responsable, puis c'est l'auto qui est le problème. Si la batterie est froide, c'est l'auto qui est responsable, mais elle n'a pas de problème. C'est pas un problème, c'est que ta batterie est froide. Elle est froide pourquoi? Ben, parce que peut-être que tu as mal géré ton affaire. Quand moi, je pars de Montréal puis que je m'en vais coucher à Québec, ben, je me charge à la borne rapide en arrivant à Québec pendant que ma batterie est chaude parce qu'elle va charger plus vite. Plutôt que de faire dormir l'auto dans le stationnement au froid toute la nuit, puis le charger le matin en partant alors qu'elle est froide, ça va être plus lent. Tu sais, je me sers dans ma tête, une batterie réchauffée, ça recharge plus vite, fait que je la charge quand elle est chaude. Mais est-ce que tu l'as branché? Est-ce que si tu te charges en chemin, est-ce que tu as pris le temps de le préconditionner? C'est pas un défaut du véhicule, c'est une mauvaise utilisation de. C'est celui qui le conduit là, qui a manqué de quoi. Parce que oui, c'est le véhicule qui va faire que la borne ne voudra pas donner son maximum, mais c'est pas parce que le véhicule a un défaut, c'est parce que le véhicule n'a pas été utilisé dans les bonnes conditions. 10e question. On a besoin de quoi pour recharger sur un superchargeur Tesla? Vous allez avoir besoin de 3 choses. Première des choses, vous allez avoir besoin d'acheter un adapteur pour être en mesure de prendre le connecteur NACS, qui est le chargeur Tesla, et de le brancher à votre véhicule. OK? Je vais vous montrer l'adapteur à l'écran. Cet adapteur-là, vous êtes capable de l'acheter dans n'importe quel concessionnaire GM. Le coût en date du mois d'avril et 2025 est de 310 $. Vous pouvez toujours aussi acheter cet adapteur-là, à des vendeurs tiers. OK? S'il vous plaît, de grâce, lâchez les adapteurs vendus sur les Temu de ce monde et les Amazon de ce monde. Je n'ai rien contre Amazon, là, mais ce que je veux dire, c'est que les adapteurs, vous allez avoir à 60, 70, 100 $ chaque. Là. Lâchez ça. C'est courir après le trouble. OK? Ça, c'est dans mon livre à moi. Là. Vous êtes mieux de vous investir dans un bon adapteur, que vous savez que vous n'aurez pas de problème, que les fils sont à la bonne place, que c'est bon, le bon gauge de fil à l'intérieur, que ça ne causera pas de problème de surchauffe, etc. Là. Donc, vous êtes sûr que vous allez avoir zéro problème. Parce que c'est clair, net et précis de la part de GM. Ils ont été très clairs là-dessus que si, pour une raison X, Y, Z, il y aurait un problème au niveau de la connexion, au niveau de l'adapteur en tant que tel, puis s'il reste à s'apercevoir que si vous n'avez pas utilisé un adapteur de GM, la garantie venait de faire sauter. Mais comme je dis, c'est toujours à eux autres de prouver comme quoi que c'était pas un adapteur de GM que vous n'avez pas utilisé. Mais comme je vous dis, en partant, arrêtez d'acheter des adapteurs de bas de gamme. Fait que ça, c'est la première chose que vous devez avoir. Deuxième chose que vous devez faire, c'est d'aller dans votre compte My Chevrolet, donc le compte que vous utilisez, soit My Chevrolet, vous avez Cadillac, My Cadillac, My Buick, My GMC, peu importe, là, le compte My Brand là, en tant que tel. Je vais vous montrer à l'écran ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir aller en haut à droite, pardon, là, vous avez soit les initiales, comme là dans le cas de mon compte à moi, c'est YK, là. On clique en haut. Après ça, vous descendez, vous allez en voir ce que c'est marqué les bornes, là. Borne publique, j'oublie le terme, là, je ne l'ai pas sur le nez. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez faire le lien avec les super chargeurs Tesla et vous allez rentrer vos informations, votre carte de crédit. Donc, avec ça, ça va faire automatiquement le lien avec Tesla. Donc, quand vous allez brancher votre véhicule, la borne Tesla va reconnaître que c'est votre véhicule et ça va être chargé directement sur votre carte de crédit à vous, votre carte de crédit. Ce qui va arriver aussi en faisant ça, c'est que la borne, pas la borne, l'application va savoir quelle borne Tesla dans votre coin est compatible. Pourquoi je dis ça? C'est la troisième chose. C'est que
ce ne sont pas toutes les bornes, les superchargeurs Tesla que vous êtes capable d'utiliser. OK? Bon. Ce qui arrive, c'est que ces bornes-là, c'est les bornes de niveau 3 et de niveau 4. Donc, pas les niveaux 3, les versions 3, version 4 de superchargeurs Tesla que vous êtes capable d'utiliser. OK? Donc, les versions 1, version 2, ça ne fonctionne pas. Présentement, au Québec, la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait à peu près 250 chargeurs Tesla au Québec. Et sur 250 chargeurs, il y en avait à peu près une cinquantaine qui étaient en mesure d'être capables de prendre des marques autres que Tesla. OK? Donc, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le savez, là, moi, je reste sur la rive sud de Montréal, à Boucherville. Les bornes les plus proches de Boucherville qui sont capables de recharger un GM sont à Boisbriand. Ça, c'est les plus proches. OK? Ça peut vous donner une petite idée. C'est sûr que tous les nouveaux sites de recharge qui vont arriver au fil du temps vont être des bornes version 3 et version 4 que Tesla va sortir au fil du temps. OK? Comme je vous ai dit, comme je veux vous dire, pardon, si vous êtes pour vous promener au Québec, c'est pas vraiment une nécessité d'avoir ça. C'est sûr que si vous allez vous promener aux États-Unis, bon, peut-être ailleurs au Canada, oui, ça peut être utile, mais faut pas vous oublier que c'est pas tous les sites de superchargeurs Tesla qui sont en mesure de prendre votre véhicule. Puis l'autre chose qui c'est bien important à retenir, c'est un site Tesla, c'est pas qu'il y a, mettons que vous avez 20 bornes Tesla, c'est pas qu'il y a 10 bornes version 1, 2, puis 10 bornes version 3. C'est toutes des versions 1 ou toutes des versions 2 ou toutes des versions 3. OK? Fait que c'est pour ça que faut vraiment que vous faites vos recherches avant que vous vous déplacez pour savoir qu'est-ce qui est disponible comme version. Si vous avez des versions 3 et des versions 4 qui sont capables de prendre votre véhicule, mais l'application My Chevrolet rendue là va être capable de vous le faire. Et vous allez avoir aussi la version dans le Google Maps aussi va être capable de vous le dire. Mais l'application My Chevrolet va être capable de vraiment vous dire, OK, cette borne-là va être capable de recharger votre véhicule. Puis il y en a tant de disponibles. Par exemple, là, quand j'avais déjà vérifié avant de répondre à cette question-là, l'application de Beaubriand, mais ça vous disait qu'par exemple, il y avait 5 bornes disponibles sur 8. Fait que l'application qui est vraiment capable de faire le lien pour vous dire il y en a combien de libres avant que vous arriviez à la recharge. Fait que c'est la façon d'être en mesure de recharger sur les bornes des superchargeurs Tesla. Donc, avant de commencer à investir sur ou dans un adapteur, vérifiez qu'est-ce que vous voulez faire avec cet adapteur-là et où vous allez recharger ce véhicule-là. Prenez aussi en considération que les fils de recharge des superchargeurs Tesla ne sont pas très longs. Vous remarquez aussi que les Tesla, les connecteurs Tesla sur les véhicules sont toujours à l'arrière. Dans le cas de l'Equinox, du Blazer, sont à l'avant du côté conducteur. Des fois, il faut se parquer d'une certaine façon sur le superchargeur qui fait que vous allez peut-être prendre 2 places. Fait que des fois, ça peut causer peut-être des petites frictions avec des propriétaires de Tesla. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne serais pas tenté à essayer de charger sur des superchargeurs Tesla, surtout si on est au Québec. Il faut dire honnêtement qu'au Québec, avec le circuit électrique, on est quand même assez choyé pour ça. C'est sûr que, comme je vous ai dit tantôt, si on va aux États-Unis ou en dehors du Québec, peut-être. Mais comme je vous dis, prenez vraiment le temps de regarder qu'est-ce que vous allez faire avec votre véhicule avant de commencer à investir au niveau d'un adapteur et de tout faire le tralala et le tralala. Fait que c'était ça concernant comment on recharge sur un superchargeur, les superchargeurs Tesla. Je veux t'entendre sur la fameuse problématique, du manque de bornes dans des plages spécifiques. Ce que je veux Des dire, plages. ce que je veux dire, c'est, tu sais, ce qui est arrivé à Noël, supposément. Ouais. Donc, à des moments À des précis moments d'année. précis dans l'année, tu sais, comme à Noël, telle place,
il n'y avait pas assez de bornes. L'été, il n'y a pas assez de bornes à Gaspésie. Tu sais comment que c'est, là? Ouais. C'est, je Ben veux. écoute, Yannick, c'est sûr, tu sais, on parle de scénarios qui sont relativement différents là, ici. Il y a des bornes au Québec qui sont, tu sais, je veux dire, tu prends le Madrid, il est tout le temps pas pire occupé, tu sais, puis il y a d'autres sites aussi qui sont, c'est assez égal, là, tu sais, il y a des pics, évidemment, Saint-Jean-Baptiste, il y a plus de monde qui se déplace, plus de monde qui se charge, mais il y a certains endroits qui sont liés à certaines particularités, là, tu sais, on parle par exemple de l'étape. Ben, c'est sûr que tout le monde là, qui ont de la famille au Saguenay, ben, ils partent tous le 21 ou 22 décembre pour aller passer le temps des fêtes avec leur famille au Saguenay. Ils vont tous passer par l'étape. Il y en a un paquet là-dedans qui ne réalisent pas qu'à l'autonomie de leur voiture, s'ils avaient chargé à Stoneham, il n'y aurait même pas besoin d'arrêter à l'étape. Ils se disent, ah, on ne prendra pas de chance, on va arrêter à l'étape. Fait que là, ils arrêtent à l'étape. Puis là, ben, il y a un flot qui n'est pas un, qui n'est pas deux, qui n'est pas trois, qui est souvent 7, puis 8, puis 10 fois plus grand que d'habitude au même endroit. Puis la même logique s'applique, par exemple, pour la Gaspésie, où probablement sur 40 semaines, 42 semaines par année, les bornes sont sous-utilisées, puis les 8 semaines qui restent, qui sont celles de juillet-août, ben, ils sont surutilisés parce que là, tout le monde va en vacances, d'autant plus avec la pandémie, puis là, avec ce qui se passe aux États-Unis, les gens vont prendre les vacances beaucoup plus par ici qu'aux États-Unis, donc on va aller faire le tour de la Gaspésie. Ça amène un flot très important, puis très, très, très limité dans le temps. Maintenant, est-ce qu'on va installer 4 fois plus de bornes pour que les 4 semaines où il y a bien du monde, personne n'attende, mais que les 40 autres semaines, les bornes sont inutilisées? Parce qu'en général, la majorité des bornes ne sont pas utilisées 100% du temps. Leur facteur d'utilisation est relativement bas. Dans le cas du circuit électrique, ben c'est payé à même la base tarifaire, donc c'est de l'argent public, hein, donc ça doit être géré avec parcimonie, comme on dit. Si tu laisses ça là, trop longtemps sans être utilisé, ben, c'est pas trop long que tu fais la première page des journaux en disant que tu installes des équipements qui est sous-utilisé. Dans le cas des entreprises privées, ben, eux autres vont le voir peut-être aussi, ben, même si le circuit électrique le fait aussi, mais il y a une question de rentabilité. Tu mets pas, tu surdimensionnes pas 3 fois trop gros pour 2 semaines dans l'année. Fait que mais moi, je vous rassure, il y a un monitoring qui est fait de toutes les recharges, des attentes qu'il y a dans la recharge, parce qu'on a un moyen de savoir est-ce que il y a eu 5 recharges dans une journée, mais les 5 se sont faites dans le même 2 heures, puis il y a eu moins d'une minute de délai entre la fin d'une recharge et le début de l'autre. On peut présumer qu'il attendait en arrière pour se charger, là, tu comprends? Tout ça est monitoré. Et puis le dimensionnement des sites, puis la croissance du nombre de sites, puis le nombre, la densification des bornes sur un même site augmente, vous le voyez. Des sites qui avaient 2 bornes, c'est rendu à 8. Il y a des sites comme Sortie S228 qui a 24 bornes du circuit électrique qui sont là, puis une vingtaine de bornes de Tesla aussi. Ouais, Ben, c'est ça. on augmente les bornes, c'est suivi, ça augmente, mais c'est pas un site, il peut être stratégique. L'étape, c'est un bel exemple, c'est un site qui est stratégique, mais quand vous regardez comment c'est fait, l'étape, il y a une limite, là. Le terrain, il n'est pas si tant grand. Même si on voulait mettre 75 bornes là-dessus, je veux dire, ça ne rentrerait pas, là. Puis ça prend aussi la capacité électrique pour être capable d'alimenter tout ça. Fait que des fois, c'est plus brillant de rajouter des sites un peu avant, un peu après, puis de répartir le trafic que de vouloir surdimensionner l'étape. Mais je vous le dis, puis on l'a fait, Yannick, dans le temps des fêtes, avec des véhicules lourds en plus. Ouais, c'est ça, on Bien était calculer là. ton affaire, puis en Ouais, faisant ouais. le plein à Stoneham, on était capable de se rendre directement À Jonquière. à Jonquière, puis on n'a pas eu besoin d'arrêter à l'étape, même en plein hiver, avec des véhicules lourds, pesants, qui consomment beaucoup, là. L'eau pesant, il faisait très froid avec le vent. Ouais. On n'a jamais chargé à l'étape. Ben, on a chargé à l'étape en revenant, là, parce que c'était ça le but. Là. Mais on a passé à l'étape drette. Là. En allant, ouais, direct, ouais. Personne n'a chargé à Fait, l'étape en s'en fait allant. que les gens avec une voiture relativement récente, là, mettons, Ouais. peu importe la marque, là, qui a une autonomie là, de 350-400 km, là, Mhm. ou à peu près, si tu gères bien tes affaires, si tu arrives de la région de Montréal et tu t'en vas au Saguenay ou de Québec, là, si tu t'assures d'avoir une batterie relativement bien chargée à Stoneham, tu te rends de l'autre bord, là, Ouais. sans problème. Tu n'es pas obligé de te donner. Si tu passes à l'étape puis c'est vide puis tu as le goût d'arrêter de te donner une petite go, ben, garde-toi mon chanceux. Mais si c'est full puis avec un line-up puis tu n'es pas obligé d'arrêter, ben, tu vas être bien content puis tu vas être capable d'en aller au Saguenay. Puis il y en a là-bas des bornes, il n'y aura pas de Mais problème, tu ne vas pas te charger en arrivant. c'est ça qu'on parlait, tu sais, quand on a fait le rallye des camions là, en février. C'est ça qu'on parlait quand on était à l'étape. C'est parce qu'il y a toujours le fameux, tu sais, le-
Ah, faut que j'arrête au Madrid parce que je veux voir les dinosaures. Puis, tu comprends-tu? Il a fait le tourisme de ce point-là. Tu sais. Ouais, mais si tu vas 15 minutes plus loin ou 20 minutes plus loin, je ne sais plus combien de temps tu vas à Saint-Louis de Blandford, tu as 44 bornes, 24 bornes du circuit électrique, puis Oui, 20 bornes effectivement. de Tesla. Tu sais, je veux dire, saute par-dessus de Madrid, va 15 minutes plus loin, 20 minutes plus loin, puis tu sais, on est allé là, quand on était, tu sais, bon, c'est sûr, c'est au mois de février, il y avait presque personne qui était là. Tu sais, je veux dire, puis le Madrid est trop plein. Oui, Tu le sais, ouais, c'est ça. Faut que les tu gens. le sais, Mais là. c'est parce que on prend des habitudes dans quelque part, puis on oublie que il y a plein de réseaux maintenant, puis tout le monde rajoute des bandes. Fait qu'il y en a de plus en plus des bandes. Fait que là, faudrait prendre le temps, mettons une fois par année, là, de regarder la carte, de dire oh, il y en a plein des nouvelles bandes, je suis plus obligé d'arrêter là. C'est le fun de Madrid, là, parce que tu as le choix entre manger du Saint-Hubert et du McDonald's. Là. Mais je veux dire, en quelque part, il y a d'autres spots intéressants aussi. Tu parles de Saint-Louis de Blandford. Il y a aussi des restaurants. Il y a de Ouais, la place en masse, puis il y en a plein d'autres sites là, qui ouvrent qui sont intéressants, mais il faut juste prendre le temps. On est un peu paresseux. On est habitué de. L'être humain est une bébite d'habitude. Là. On est habitué d'arrêter là. Le Saint-Hubert sur l'autoroute 20 à Drummondville, c'était dans les premiers sites de bande de recherche ouais. entre Montréal et Québec. Ça, avec le Madrid, là, ben, le monde, il arrête toujours là, même s'il y a plein de bornes avant, plein de bornes après. Dans le cas du Saint-Hubert, il y a 2 bornes toujours occupées avec des line-up carrément de l'autre bord de la rue. T'attends dans ton char que la borne se libère, puis si tu tournes ta tête vers la droite, tu vois le logo de Desjardins. En arrière du Desjardins, il y a plusieurs bornes rapides, toujours vides. Moi, des fois, je dis au monde, j'ai même pas besoin de me charger, je suis dans la vide du monsieur. Je sais pas comment ça fait tant que vous attendez, mais 3 bornes de libre, juste là, regarde. Vous voyez le Desjardins en arrière? Mais les gens, ils disent, ah, mais c'est parce que moi, je suis habitué, je venais toujours ici, je savais même pas qu'il y en avait là. Mais rouvre ton application, tu vas le C'est ça. voir dedans, ils sont là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme aller. Tu sais, j'ai été longtemps dans la Gaspésie. Là. Mes parents sont décédés, ils sont plus là. Mais dans la Gaspésie, quand tu dis on est les êtres humains, on est des bébés d'habitude. Tu vas en Gaspésie, faut que tu arrêtes à fromager les basques. T'as pas le choix. Ça fait partie Ouais, de la run, tu sais. ouais, c'est ça. Tu sais, à cette heure, oui, si tu vas arrêter au Madrid pour voir les dinosaures, arrête, ramasse un McDo, puis va le manger à Saint-Louis de Blandford, puis t'as rechargé, c'est tout. Tu sais. Fait, c'est ça qui est Pas ça. des gars de fast-food. Ouais, des gars de fast-food. Yeah, AEW, c'est canadien. Même si c'est Ouais. américain, les franchisés, c'est canadien. Bon. Martin, en finissant, qu'est-ce que tu peux Ouais. nous dire sur le circuit électrique, ce qui s'en vient? Je veux pas que tu perdes ta job, Oh, là, mais. ouais, non, ben, tu sais, je suis pas là en tant que représentant du Non, circuit je le électrique sais. officiellement, là, Je tu le sais, moi, sais, je je le suis pas sais. mandaté pour ça, on se connaît, puis tout le monde sait que je travaille là, c'est difficile de le cacher. Ben, écoute, le déploiement se continue. L'été passé, il s'est installé beaucoup de 180 kilowatts. Je pense que vous l'avez vu. Cet été, ça continue du 180, du 350, des projets pilotes aussi. Il y a plein de trucs qui ont été annoncés dernièrement. Là, on a un projet à Porte-du-Nord où on installe, là, on est en train d'installer un site avec une borne de 400 kilowatts, mais l'idée, c'est tout de suite à l'été suivant, installer une borne MCS, un Megawatt Charging System, donc une borne qui va charger sur un pistolet là, en haut d'un mégawatt, là, principalement pour les véhicules lourds. Donc, on teste ça. Il y a différentes technologies là, qu'on est en train de tester. On continue aussi, vous avez vu apparaître des bornes qui se rechargent avec l'énergie solaire, qui ont été installées dans des endroits éloignés où il n'y a pas de réseau. Donc, pour permettre, puis c'est des endroits où il passe un auto à toutes les 2 semaines. Tu sais, fait que les batteries ont le temps de se charger par le solaire. Puis quand le véhicule passe, bien, il est capable de se charger sur une borne de 50 kilowatts puis de continuer son chemin. Donc, c'est le genre de truc là, qu'on veut installer pour donner un petit peu de résilience à certains endroits où c'était un peu limite en termes d'énergie. Là, mais on essaie d'être à l'écoute. Je pense que l'application mobile permet aux gens de nous poser des questions, de nous écrire, de nous relever des problèmes. Puis il y a beaucoup de trucs d'amélioration qui ont été faits, autant dans l'application que dans le fonctionnement du réseau comme tel, qui sont suite à des feedbacks des gens puis des suggestions des gens. Là, l'idée, c'est de rendre ça plus facile. Puis je dirais l'interopérabilité aussi, le nombre de réseaux avec lesquels on est interopérable a augmenté dans la dernière année. Il va encore augmenter. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Le fait que les gens ne soient pas obligés de s'abonner à plein de réseaux pour pouvoir se promener puis utiliser leur véhicule électrique, donc à l'aide de la même application, peu importe c'est laquelle, ceci dit, qui puisse, par le biais d'Agora puis de l'interopérabilité entre les différents réseaux, d'être capable de se charger puis pas avoir à s'entremêler
comme ils vivent en Europe, ils se promènent avec 2,5 pouces de carte dans leur auto parce que tu ne sais jamais sur quelle borne tu vas tomber, tout ça. Là. Donc, c'est ça, on essaie de suivre un peu la tendance. Puis évidemment, je dirais, celui que il y en a quelques-unes, il y en a qui l'ont vu, mais on va commencer sur certains sites à déployer des bornes avec des ports NACS directement aussi. Donc, graduellement, il n'y a pas encore des tonnes de véhicules non Tesla qui ont le port NACS, mais ça commence. C'était pour cette année, hein, les modèles 2026, là, pour la plupart, c'est annoncé pour les modèles 2026, dans certains cas 2027. Donc, on va commencer à voir arriver des véhicules non Tesla de plus en plus avec le port NACS natif. Donc, évidemment, tout le monde fournit des adaptateurs. À court terme, ce n'est pas trop un enjeu, mais graduellement, les bons connecteurs vont s'installer ces bornes pour être capables d'alimenter. Je vais te poser une question parce que je pense à ça, je me suis fait poser une question cette semaine, puis le circuit électrique, as-tu un plan pour dire, par exemple, les bornes de 50 kW, les remplacer au fur et à mesure par à cause que les voitures vont charger de plus en plus vite, les batteries sont de plus en plus grosses, mettons, les remplacer par des 100 ou des 180, ou ils vont les laisser là comme ça? Je te dirais que la réponse est un petit peu plus complexe que ça. Je veux dire, il y a une orientation qui est définitivement de donner de la diversité sur les sites. Donc, par exemple, un site qui aurait, je dis n'importe quoi, 4 bornes de 50 kW, puis sur les 4 bornes de 50 kW, il y en a 2 qui sont en fin de vie ou dû pour être remplacées. Elles vont forcément être remplacées par d'autres choses que du 50. Là. Je pense que ça relève de l'évidence, donc probablement du 180 et plus. Mais il n'est pas exclu que sur certains sites, on garde longtemps des bornes de 50 kW parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui prennent. Tu sais, quelqu'un qui a une Bolt, des Bolts, il y en a une peu un autre sur le chemin, Yannick, puis il va en avoir encore pour bien des années. Ben, quelqu'un qui a une Bolt qui arrive à un site qui a juste des 180 kW, il va payer cher pour rien. Il est content, lui, de la prendre à 50. Fait qu'on pense que c'est important. Mais c'est certain qu'on ne prévoit pas un déploiement massif de 50 kW. Là. Même de 100 kW, là, on est beaucoup plus dans le 180 et up. Donc, quand on en rajoute, on en rajoute. Fait que souvent, les sites existants, il y a déjà beaucoup de 50 et de 100. Fait qu'on va enlever des 50, on va mettre des plus puissantes, mais on va souvent s'arranger pour en laisser une ou deux. Mais graduellement, au fur et à mesure, on va suivre la tendance. Là. Puis ça se peut qu'à un moment donné, il y en ait sur certains sites, il n'y en ait plus de 50. Mais puisque c'est pas mal juste ça qu'on a mis au début, il y a beaucoup de sites. La majorité de nos sites ont des 50, des 100, mais on envoie des nouveaux sites, là, on met juste 2 bornes de 180 kW. C'est ça qu'il y a là. Fait que quelqu'un qui a un Bolt peut quand même aller se charger là. Hein. On se rappelle que le véhicule va dire à la borne, moi, je ne prends pas plus que 48 kW, puis ça va descendre à 48, tu comprends? Sauf que ça coûte plus cher. Fait que c'est pour ça que si on a des sites qui ont plusieurs puissances de bornes, mais je pense que c'est aussi une force. C'est intéressant. Moi, ça arrive souvent. C'est arrivé souvent que je suis allé sur des sites, puis j'étais content de ne pas être obligé de prendre la 350 ou la 180 parce que mon véhicule ne le prenait pas. Puis souvent, il y a les véhicules récents qui, eux, chargent rapide, bien, ils cherchent ces bornes rapides-là. Fait qu'ils prennent, eux autres, les rapides, puis moi, avec mon véhicule moins rapide, j'étais content de payer moins cher puis de prendre la borne à côté. Là. Mais on suit la vague. Là. Je pense que du 50, là, c'est plus un outil de déploiement. La technologie est rendue ailleurs, mais il y a quand même une préoccupation de supporter l'existant. C'est pour ça aussi qu'on s'assure qu'il y a encore des ports CHAdeMO sur la majorité de nos sites. On n'enlèvera pas volontairement des bornes pour enlever les CHAdeMO puis mettre d'autres choses. Il y a encore plein de voitures. Il y a des Nissan Leaf, il y en a une pas une autre encore sur le chemin, là, puis des Soul qui ont des CHAdeMO, il y en a une pas une autre. Fait qu'on laisse ces bornes-là, mais c'est sûr que c'est plus une exigence, puis ces nouveaux sites, c'est plus vers là qu'on s'en va. On s'en va plutôt vers du CCS, puis de plus en plus du NACS, là, le standard de Tesla. Martin, merci. Oui. Ça me fait plaisir, Yannick. À la prochaine. C'est toujours un grand plaisir. Bye. Bye.